Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie autour des bases de la photographie. On a vu dans la deuxième séance le premier pilier de l'exposition, l'ouverture du diaphragme. On a défini le diaphragme, puis on a compris la notion du f-stop qui est la mesure de l'ouverture et l'incidence qu'il peut avoir sur l'exposition en contrôlant la lumière, mais aussi l'effet sur la profondeur de champ. On a abordé le moyen d'en tirer avantage et on a fini par des mises en situation afin de pratiquer ce qu'on a appris. On est prêt maintenant à passer au deuxième pilier de l'exposition, la vitesse d'obturation. Quand on emploie le mot vitesse en photographie, on veut insinuer la vitesse d'obturation. Mais en réalité, la vitesse d'obturation est aussi un diminutif, car le plus juste est de dire la vitesse d'obturation de l'obturateur. Ce qui nous amène à définir cet obturateur. Voici une vue d'un appareil photo. Essayons de comprendre ce qui se passe à l'intérieur au moment du déclenchement. Le capteur, symbolisé ici en rouge, à l'arrière de l'appareil photo. On a déjà simplifié sa définition en disant qu'il avait la charge de capturer l'image. L'obturateur qu'on cherche à comprendre est situé entre la lentille et le capteur. On soulignera qu'il est formé de deux rideaux. Le premier peut se déplacer vers le haut et le second vers le bas. Maintenant qu'on arrive à reconnaître l'obturateur, il nous reste à découvrir sa fonctionnalité. Au repos, il empêche la lumière d'atteindre le capteur. Et au moment du déclenchement, il laissera passer la lumière vers le capteur pour une durée déterminée. La valeur de ce temps d'obturation peut être entrée par le photographe ou calculée par l'appareil photo lors de la demi-pression qu'on a déjà vue. La décision de qui fera cette tâche reviendra au mode de contrôle. Pour plus de détails, je vous renvoie à la première vidéo. Mais ce qu'on peut retenir est le pouvoir d'interagir avec la vitesse de ces rideaux à travers l'appareil photo. Vous l'aurez compris, la mesure de la vitesse est le temps. Voici une partie des valeurs qui s'offrent à vous sur votre boîtier. Ces valeurs sont en secondes et varient de très lent à très rapide. Par contre, le débutant n'arrive pas à constater la rapidité de certaines valeurs. Si on prend pour exemple la valeur la plus à gauche, 1 sur 15 secondes, et si on veut avoir cette valeur en décimale, cela nous donnera 0,066 secondes, ce qui est très rapide. Et si on convertit 1 sur 500 secondes en décimale, on obtient 0,002 secondes, ce qui est extrêmement rapide. Le premier rideau n'a même pas le temps de s'ouvrir que le second commence la procédure de fermeture. Autre piège pour le débutant est la relation du dénominateur avec le temps. Rappelons que dans une fraction, on divise le numérateur par le dénominateur. Donc dans la valeur 1 sur 60, 1 est le numérateur et 60 est le dénominateur. Ici, plus le dénominateur est grand, plus l'obturation est rapide. Donc 1 sur 500 est plus rapide que 1 sur 60. Ça paraît logique ici, mais sur le vif du sujet, un débutant pourra facilement se tromper, mais après quelque temps, ça deviendra une deuxième nature. Revenons maintenant aux valeurs affichées. L'intervalle entre chacune de ces valeurs constitue exactement un stop. Chaque stop laissera passer exactement la moitié de la lumière. Donc si on passe de 1 sur 250 à 1 sur 500, on divise la lumière par 2. Et si on passe de 1 sur 60
à 1 sur 30 par exemple, l'obturateur laissera passer exactement le double de la lumière. Pour simplifier, on dira que plus la valeur de la vitesse d'obturation est rapide, plus on diminue la lumière qui atteint le capteur. Et plus cette valeur est lente, plus on agrandit la quantité de lumière qui entre. Et enfin, comme le f-stop, votre appareil photo vous permettra des tiers de stop pour plus de flexibilité. Maintenant qu'on a compris ces valeurs, on va voir à présent comment en tirer avantage. Si on se retrouve dans une situation où on veut contrôler la vitesse d'obturation nous-mêmes, on passera par le mode de contrôle, comme on l'a déjà vu avec l'ouverture, afin de dire à notre appareil photo « je m'occupe de la vitesse ». Et cela passe par le mode « priorité à la vitesse ». Donc, ce mode vous permet de fixer votre vitesse et laisser votre appareil photo choisir l'ouverture pour vous. Et bien évidemment, cette position va changer d'un appareil à l'autre. On aura par exemple le mode TV pour Canon et le mode S pour Nikon ou encore Sony. En résumé, pour activer ce mode, on positionne le mode de contrôle à TV ou S. Et bien entendu, certains appareils photo ne possèdent pas cette roue, mais on pourra activer ce mode par les menus sur l'écran. À présent, un peu de pratique. Voici 3 photos prises avec des vitesses différentes, mais avec la même ouverture du diaphragme. À votre avis, laquelle de ces photos a été prise avec une vitesse lente et laquelle avec une vitesse rapide? Dans la photo de gauche, on a figé la roue qui était en mouvement. Donc, on devait utiliser une vitesse plus rapide que celle du milieu et encore plus rapide que celle de droite. Donc, 1 sur 60, qui est 0,016 secondes, est plus rapide que 2 secondes et beaucoup plus rapide que 8 secondes. On passe maintenant à quelques exercices. Que peut-on dire de cette photo? Eh bien, la profondeur de champ est grande, ce qui nécessite une petite ouverture, donc un grand f-stop. Mais d'un autre côté, on a le challenge de figer les voitures en bas. Il faut comprendre que lorsqu'on diminue l'ouverture, on laisse passer moins de lumière, ce qui interfère directement avec la vitesse, car il nous faudra une vitesse lente, ce qui ne nous arrange pas, car on veut figer les voitures. Il faut trouver la bonne balance, ce qui donne un f11 avec une vitesse de 1 sur 250. La profondeur de champ est très limitée dans cette photo. Et pour avoir des gouttes aussi claires, il faut une vitesse très rapide, ce qui nous donne un f2.8 pour avoir cette profondeur de champ et une vitesse extrêmement rapide de 1 sur 1000 secondes. Sur cette photo, le sujet est détaché de l'arrière-plan qui est flou. Mais un f2 n'aura pas suffi pour prendre la veste derrière lui. Il faut au moins un stop de plus, donc f4. Et puisque le sujet était statique, une vitesse de 1 sur 60 est amplement suffisante. Maintenant, si je pose une question, si le sujet était en mouvement, est-ce qu'il nous faudra une vitesse plus rapide ou plus lente? Vous avez compris, il faut une vitesse plus rapide. Dans un cas comme ça, 1 sur 125 ou encore plus rapide. J'espère vraiment que cela vous a aidé à comprendre un peu plus la vitesse d'obturation. Je vais maintenant vous parler d'un des effets secondaires de la vitesse, qui est le flou. Le flou est causé par beaucoup de facteurs. Ce n'est pas le moment de les aborder, mais on y reviendra au bon moment. Mais ce qu'il faut retenir pour l'instant
est que le flou est causé par beaucoup de paramètres et que les deux raisons majeures sont un mauvais focus et une vitesse lente. Il faut aussi retenir que le flou peut être causé par le photographe ou le sujet. Si on bouge l'appareil photo ou que le sujet bouge pendant que l'obturateur est ouvert, notre image perdra sa netteté, ce que les photographes appellent un flou de bouger. Mais comment reconnaître le flou causé par un mauvais focus et celui causé par un flou de bouger? Voici deux exemples. La photo de gauche est complètement floue et celle de droite est globalement floue par contre. Sur cette dernière, on remarque dans le bas de la photo des zones nettes, ce qui explique un mauvais focus. Donc, celle de gauche est causée par un flou de bouger et celle de droite par un mauvais focus. On peut aussi tirer avantage du flou de bouger causé par le sujet, afin d'accentuer ou montrer un mouvement. Sur cette photo, on a clairement transmis le message « Le sujet déplace un poisson ». En plus, on peut même donner la direction, grâce à son regard qui va dans la même direction que le mouvement. En dernier, je vais vous laisser quelques conseils. En premier, si vous êtes à main levée, donc avec un boîtier dans vos mains, évitez une vitesse plus lente que 1/60 secondes. On peut calculer cette valeur avec plusieurs paramètres, ce qui n'est pas le lieu pour ce genre d'information. On verra tout ça dans un autre cours autour des lentilles. Pour le moment, essayez de vous exercer à ne pas avoir une vitesse plus lente que 1/60. Le deuxième point est en relation avec la stabilisation, qui devient très répandue de nos jours. Vous allez lire dans le manuel ou les tests d'objectifs que vous allez gagner un stop ou encore par exemple 2/3 de stop. Gardez en tête ce qu'on a vu sur les stops. Si votre objectif vous fait gagner un stop, vous pourrez photographier à main levée avec une vitesse de 1/30. Et s'il vous fait gagner 2/3 de stop, ça sera 1/40. Le dernier point est la relation entre le sujet et la stabilisation. Si votre sujet bouge, la stabilisation ne vous sera pas utile, car elle vous prévient de votre bouger et non pas le bouger du sujet. Si on doit maintenant résumer ce qu'on a vu, on dira que la vitesse d'obturation permet de gérer le temps pendant lequel la lumière atteint le capteur. Le temps est sa mesure. Avec une durée plus longue, on laisse plus de lumière atteindre le capteur et avec une durée plus courte, on obtient l'effet inverse, c'est-à-dire moins de lumière atteindra le capteur. J'espère que ce chapitre vous a été utile et que la notion de vitesse d'obturation est plus claire pour vous maintenant. Le prochain chapitre traitera de la sensibilité ISO de votre capteur. On aura aussi des mises en situation photographique afin de comprendre comment utiliser ces 3 piliers de l'exposition ensemble et réussir vos photos. Merci encore pour votre écoute et à vos boîtiers. À bientôt.